Noël était calme, presque trop calme, jusqu'à ce que j'entende ce cri. Ma femme se trouvait dans la cuisine de notre petite maison de Rochester, dans l'État de New York, fredonnant avec la radio, tandis que la maison portait ce silence creux des fêtes quand les enfants ont désormais leurs propres sapins ailleurs. Le premier son, fin et fragile, je l'ai pris pour le vent qui frappait le bardage. Rien d'autre, juste l'hiver qui se plaint. Mais le bruit est revenu, plus haut, plus brut. Une note cassée qui n'appartenait à aucune tempête. Je me suis figé, puis un troisième appel a traversé l'air, tremblant, douloureux, quelque chose de minuscule et terrifié. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, le froid s'est engouffré comme s'il attendait derrière depuis des heures. Je suis resté là un instant, un vieil homme de 67 ans en pantoufles usées, à tendre l'oreille. Ce n'était pas un bébé, pas un renard, c'était plus petit, plus fragile, et ça appelait. Mais avant de continuer cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. À gauche, derrière les maisons, là où se dresse encore l'ancienne propriété Hearst, abandonnée depuis longtemps, le cri a résonné de nouveau. Il y a une fente étroite dans la clôture qui penche entre notre jardin et le sien. Je m'y suis dirigé, une main accrochée à la rambarde, le son m'attirant plus loin que je ne l'aurais voulu. Et à travers l'ouverture, je l'ai vue. Une petite chienne berger allemand, peut-être 5 mois à peine, les pattes enfoncées dans la neige, une chaîne attachée à son collier et reliée à un piquet métallique planté dans le sol gelé. Pas de niche, pas de couverture, juste un vieux bol en plastique figé dans la glace et un corps trop jeune pour trembler autant. J'ai vu des usines fermées, j'ai vu des quartiers autrefois pleins se vider jusqu'à ne laisser que des lumières de Noël suspendues à des porches sans voix. Mais rien n'a jamais coupé en moi comme ce cri obstiné qui sortait de ce petit torse pour se perdre dans l'air glacé. Elle m'a remarqué à cet instant. Sa queue a essayé de bouger, un mouvement faible, hésitant. Ses yeux sombres se sont fixés dans les miens, larges, luisants, remplis d'une question simple. Est-ce que quelqu'un vient enfin pour moi ? Je me suis agrippé un peu plus fort à la rambarde. J'ai avancé d'un pas, lentement, vers la clôture brisée. Et au moment où j'ai bougé, elle a levé la tête. La chaîne a cliqueté. Elle me regardait droit dans les yeux, comme si ce moment-là, précisément celui-ci, était celui qu'elle avait attendu toute sa courte vie. La première chose qui m'a dit non, ce n'était pas ma tête, c'était mon dos. Il a protesté dès que je me suis penché au-dessus de cette vieille clôture fatiguée. Mais la petite forme recroquevillée dans la neige se moquait de mes années, de mes articulations, de mes excuses. De près, elle semblait encore plus minuscule. La chaîne était si courte qu'elle ne pouvait presque pas tourner sur elle-même. Autour d'elle, la neige était piétinée en un cercle dur comme du verre, les empreintes de ses pattes formant une petite prison d'à peine quelques pas qu'elle avait dû parcourir encore et encore des jours durant. Le bol n'était que glace. La chienne, elle, tremblait tellement que ses oreilles frémissaient à chaque rafale. J'ai senti le froid mordre mes doigts, mais c'est sa respiration qui m'a inquiété. Courte, saccadée, le genre de souffle qui dit « j'essaie ». Mais je n'ai presque plus rien. Tiens bon, ai-je murmuré. Mais honnêtement, je ne savais pas si je parlais pour elle ou pour moi. Je suis retourné vers la maison, plus lentement que je ne l'aurais voulu. Ma femme, Madison, m'observait depuis la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, avec l'air de quelqu'un qui regarde un homme s'apprêtant à soulever quelque chose qu'il ne devrait plus. Quand je suis entré, la chaleur a embué mes lunettes aussitôt. « Tu n'es pas en train de te lancer dans une mission de sauvetage, j'espère ?» a-t-elle dit. On a déjà du mal à remplir la liste des courses. Je vais juste lui apporter un peu d'eau, ai-je répondu. Même à mes propres oreilles, ça sonnait creux. J'ai rempli un bol d'eau tiède, ajouté un reste de riz et de poulet dans une petite assiette. Elle a poussé un long soupir, fatiguée, mais elle a attrapé une petite serviette. « Mets-la sur les marches », a-t-elle murmuré. « Je n'ai pas envie de te ramasser par terre si tu glisses. » Dehors, le froid semblait plus agressif encore. Mais l'image de la petite chienne tremblant seule rendait chaque pas nécessaire. J'ai posé la serviette sur la marche supérieure, puis j'ai avancé vers l'ouverture de la clôture, tenant le bol comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Doucement, ma belle, ai-je soufflé, en posant la nourriture et l'eau juste à portée de sa chaîne. Elle est restée immobile un instant, comme si même l'espoir pouvait être un piège. Puis son nez a frémi, elle a avancé d'un pas, puis un autre, tremblante, jusqu'à atteindre le bol et boire comme si le monde pouvait s'arrêter à tout moment. Je me suis dit que je l'aiderais
juste le temps que la vague de froid passe. Un jour, 2 peut-être, juste assez pour empêcher l'hiver de finir le travail que les humains avaient commencé. Je suis rentré, lourd, trop lourd, j'ai refermé doucement la porte. Le silence familier est revenu une seconde, puis son cri l'a transpercé de nouveau, froid, aigu, implacable, comme si elle demandait pourquoi je l'avais laissé là-bas, alors que je savais maintenant ce que j'avais vu. Les jours qui ont suivi, on s'est habitué à ces appels comme on s'habitue au tic-tac d'une horloge. Ça déchire au début, puis ça devient le bruit de fond de l'hiver. Sur le calendrier accroché près du frigo, ma femme a commencé à dessiner de petits points. Un point par jour où nous passions la barrière avec de l'eau chaude et un repas. Très vite, une ligne bancale de petits points a traversé les cases du mois, comme une suite de promesses faites sans qu'on s'en rende compte. Certains matins, c'était elle qui sortait à ma place, emmitouflée dans son vieux manteau, en marmonnant que ses genoux la faisaient moins souffrir que les miens ce jour-là. Elle revenait avec les joues rougies, retirant ses gants d'un geste sec. « Elle a tout mangé encore », disait-elle. « Elle tremble toujours autant. » On ne lui avait pas donné de prénom. On disait simplement « elle », comme si l'univers entier devait comprendre de qui il s'agissait. De temps en temps, un vieux pick-up fatigué se glissait dans l'allée de la maison abandonnée. Un homme en descendait, jetait vaguement quelque chose vers son bol gelé, puis repartait avant même que le moteur ne refroidisse. Il ne s'agenouillait jamais. Il ne lui parlait pas. Parfois, il ne la regardait même pas. Ce geste sec, dénué d'attention, faisait remonter dans mon estomac une acidité que l'âge n'avait jamais réussi à m'ôter. Les nuits, quand la maison se calmait et que les canalisations cliquetaient, une autre image revenait me hanter, celle d'un chien que j'avais connu étant enfant. Un bâtard loyal comme on n'en fait plus, qui m'attendait chaque jour devant l'école. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il était là, au pied de la vieille marche fissurée. Personne ne lui avait appris. Il avait simplement décidé que j'étais sa mission. Les mauvais jours, quand la maison de mon enfance grondait avant même que j'aie retiré mes chaussures, il marchait à mes côtés jusqu'au ruisseau derrière la route. Il restait contre moi, silencieux, comme s'il comprenait que j'avais besoin d'un autre genre de calme. Cette loyauté-là, je l'avais oubliée jusqu'au moment où cette petite chienne derrière la clôture commença elle aussi à se rapprocher. Au début, elle attrapait la nourriture et reculait aussitôt, la chaîne tintant comme un rappel cruel. Puis peu à peu, elle s'éternisa près de la clôture, tête inclinée, m'écoutant parler de tout et de rien. Du temps des voisins, de la neige plus épaisse que les années précédentes. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait ma voix. Cette douceur-là, elle la reconnaissait. Elle en avait manqué. Le soir, je m'asseyais à la table de la cuisine tandis que ma femme tricotait près de la fenêtre. Les lumières de Noël des maisons voisines projetaient de petites couleurs vacillantes sur les vitres. Et là-bas, dans l'ombre de la vieille propriété Hearst, on distinguait la forme sombre de la petite chienne recroquevillée dans la neige, toujours enchaînée, toujours en attente. La télévision murmurait dans le fond, un présentateur jovial parlant des préparatifs de voyage pour les fêtes. Puis la voix du météorologue changea. « Le Noël le plus froid depuis des années », annonça-t-il. « Température dangereuse, vent glacial. Restez à l'intérieur si possible. » J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Dehors, la petite silhouette se contractait contre le vent, le museau enfoui dans ses pattes, comme si elle tentait de disparaître dans elle-même. La chaîne tirait contre son collier chaque fois qu'elle essayait de se repositionner pour se protéger un minimum. « Elle ne survivra pas à ça », ai-je soufflé. Les mots étaient sortis avant même que j'en prenne conscience. Pour la première fois, le tic-tac de l'horloge dans la cuisine m'a semblé plus fort que son cri. On apprend beaucoup de choses en vieillissant, à supporter, à laisser couler, à s'habituer. Mais il y a quelque chose qu'on n'apprend jamais vraiment à tolérer. Le son de quelqu'un qui tremble seul dans le noir. Ce soir-là, après l'annonce de la météo, je suis resté longtemps assis à la table, le téléphone dans la main. Le numéro du contrôle animalier se trouvait sur un vieux manier défraîchi collé sur notre frigo. J'ai fini par composer. Une femme aimable a répondu. J'ai expliqué la situation. Une jeune chienne berger allemand, enchaînée, sans abri, un bol gelé, un froid dangereux. Et sa respiration, son cri. J'ai essayé de rester neutre, mais ma voix s'est brisée sur le mot « enchaîné ». Elle m'a écouté, puis a soupiré doucement. Nous avons noté l'adresse. Avec cette vague de froid, nous recevons énormément d'appels. On enverra quelqu'un dès que possible. Dès que possible. Ces mots, ils sont faits pour les gens qui ont du temps. Je les remerciais malgré tout, et j'ai raccroché.
Pas soulagé, pas vraiment aidé, juste vide. Ma femme a posé une tasse de thé devant moi. « Tu les as appelés ?» a-t-elle dit. « C'est déjà ça. »« Ce n'est pas suffisant, » ai-je murmuré. « On a fait ce qu'on pouvait, » répondit-elle d'une voix douce. « On n'a plus 20 ans. On ne peut plus tout réparer. » Je n'ai rien répondu. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'on avait atteint les limites de ce qu'on pouvait encore changer. Mais quand je me suis couché, le contraste entre notre chaleur et son froid là-bas dehors était insupportable. Le vent s'est levé plus tard, sifflant entre les coins de la maison comme s'il ravivait de vieilles rancœurs. Je restais éveillé, fixant le plafond, incapable de détacher mon esprit d'un autre hiver, celui où j'étais rentré du travail avec une boîte en carton contenant mes outils après la fermeture de l'usine. Ce Noël-là, on n'avait presque rien. Le four chauffait à peine, les factures s'empilaient, et la seule chaleur réelle venait du petit chien qui dormait contre nos pieds sous les couvertures. Il n'était pas grand, mais il nous empêchait de geler. Parfois, je suis persuadé qu'il a gardé notre famille entière par la seule force d'exister. J'ai fouillé un vieux carton de photos, les enfants encore petits entourés de guirlandes et de rires, le chien étendu sous la table basse comme s'il en était le propriétaire. Nous pensions que les années futures seraient bruyantes, interminables, pleines. Maintenant la maison résonnait et dehors, dans la neige, une petite chienne tremblait comme si toute cette histoire n'avait jamais eu lieu. Le matin suivant, le froid avait une netteté différente, coupante, presque fragile. J'ai enfilé mon manteau, mes bottes et je suis sorti. Chaque respiration formait une fumée blanche. La neige crissait sous mes pas tandis que je traversais notre jardin jusqu'à l'ouverture de la clôture. Elle était toujours là, le même petit corps, mais presque immobile désormais. La neige avait durci autour d'elle, accrochée à sa fourrure, figée dans son collier. Sa chaîne était prisonnière de la glace, soudée au sol. Pendant un instant, qui a duré trop longtemps, je n'ai pas su si elle respirait encore. C'est là que la pensée m'a frappé, claire, froide, coupante. Si j'attends quelqu'un d'autre, il sera trop tard. Quand on vieillit, on n'a plus toujours la capacité de réfléchir longtemps. Parfois, on se lève le matin, on regarde ce que le monde laisse derrière lui et on comprend que si on ne bouge pas maintenant, on risque de devoir vivre avec un regret qui dure jusqu'à la fin. J'ai essayé d'appeler de nouveau le contrôle animalier. Même numéro, même plastique froid du combiné contre ma joue. Mais cette fois, personne n'a décroché. Une voix automatique, joyeuse de façade, m'a souhaité de bonnes fêtes et m'a invité à laisser un message. Alors j'ai laissé mon nom, notre adresse et ces mots « jeune chienne berger allemand » attachés dehors. Elle ne bouge presque plus. Ma propre voix semblait lointaine, comme si elle savait déjà que personne ne viendrait aujourd'hui. Quand j'ai reposé le téléphone, ma femme, Madison, me regardait depuis son fauteuil près de la fenêtre. On n'a rien dit. On a juste écouté le vent pousser contre les vitres comme un visiteur têtu. Si on ne fait rien, ai-je murmuré, on va regarder cet endroit dans la neige pendant le reste de nos vies, en sachant ce qu'il y a dessous. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a ouverts, elle a hoché la tête. Un seul mouvement, petit mais ferme. « Va chercher ton manteau », a-t-elle dit. Je prends la vieille couverture. Je suis allé dans le garage récupérer la paire de pinces rouillées accrochée depuis des années à un clou tordu. Celle que j'utilisais autrefois pour couper des morceaux de grillage au jardin. Elle a attrapé la couverture en laine épaisse que nous utilisions quand les enfants étaient encore petits et qu'on chauffait la maison comme on pouvait. Nous sommes sortis ensemble. Elle passait son bras sous le mien, plus pour me stabiliser que pour se protéger elle-même. Le froid nous a frappé fort en traversant la pelouse. Au pied du vieux piquet glacé, la chienne leva faiblement la tête. Elle avait encore sa beauté de berger allemand, mais fragilisée, comme si sa jeunesse avait été brûlée par le vent. Ses yeux n'étaient plus vifs, mais ternis par la fatigue. Pourtant, quand elle a perçu nos voix, quelque chose en elle s'est tendu vers nous, un minuscule reste d'espoir. Nous avons parlé doucement, comme on parle à un enfant qu'on ne veut pas effrayer. « Salut, princesse, on est là maintenant. On va t'aider, d'accord ? Juste un peu. » Elle a soulevé la tête un tout petit peu, sa queue a bougé d'1 centimètre. Le genre de geste si fragile qu'il donne l'impression de se briser s'il va plus loin. Je me suis accroupi autant que mes genoux me l'ont permis. La chaîne était tendue, dure comme un os. En posant ma main dessus, j'ai senti le métal brûler de froid. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas grogné, elle n'a rien fait d'autre que me regarder, comme si elle attendait que je décide pour elle. Si quelqu'un était sorti à ce moment-là pour me dire d'arrêter, je ne me serais pas relevé. J'aurais gardé ma main sur cette chaîne jusqu'à ce qu'on me l'arrache.
Le cliquetis du dernier maillon brisé a été plus fort dans ma tête que dans l'air. Un petit bruit, un simple clink, puis un souffle dans la neige, mais dans ma poitrine, c'était la détonation la plus douce que j'ai jamais entendue. La chaîne est tombée, la chienne est restée immobile, comme si son corps n'avait pas encore compris ce que cela signifiait. Ses pattes tremblaient, mais son regard s'était agrandi, comme si elle percevait une phrase silencieuse. « Tu es libre maintenant. Allez, ma belle, » ai-je murmuré. « Tu peux venir. » Elle a avancé une patte, puis une deuxième. Ses jambes étaient trop faibles. Elle n'a pas couru vers la liberté, ni même tenté de s'enfuir. Elle a simplement plié les pattes et s'est effondrée contre mes genoux, son corps tout entier tombant dans mes bras. C'était comme si elle avait vidé le dernier souffle de courage qu'elle avait pour venir vers nous. J'ai laissé tomber les pinces dans la neige et j'ai glissé la couverture sous elle. La laine sentait encore un peu la maison, un parfum de vieux hiver, de draps rangés, de nuits où 2 enfants riaient sous les couvertures en attendant le Père Noël. Maintenant, cette couverture devenait le seul abri d'une petite chienne qui n'avait rien d'autre au monde. Ma femme s'est agenouillée malgré la douleur dans ses hanches et a rabattu les coins autour du corps frémissant. « Oh, pauvre petite !» a-t-elle soufflé, sa voix se brisant comme du verre fin. Pour la première fois, la chienne répondit autrement qu'en pleurant. Elle leva le museau et déposa un minuscule, hésitant, presque invisible coup de langue sur le poignet de ma femme. Une demande, une promesse, une reconnaissance. Nous l'avons portée jusqu'à la voiture, mes bras hurlaient sous le poids, mais mon cœur n'avait jamais été aussi léger depuis longtemps. Ma femme a tenu les portes, ajusté la couverture, s'assurant qu'aucun courant d'air ne puisse la toucher. Sur la route vers la clinique vétérinaire, le monde défilait en gris et blanc, un paysage glacé que je voyais sans vraiment le regarder. Tout ce que je sentais, c'était la chaleur qui revenait peu à peu dans la petite forme roulée sur mes genoux. Sa respiration, d'abord rapide et irrégulière, se calmait lentement, comme un vieux moteur qui trouve enfin son rythme. Quand nous avons franchi les portes de la clinique, le vétérinaire, Dr Lawson, a levé les yeux vers nous. Il a observé la chienne dans mes bras, puis nos visages. En quelques secondes, il avait tout compris. L'hiver, la chaîne, les nuits, notre âge, la décision que nous n'aurions jamais dû avoir à prendre. Il a posé une main douce sur son flanc, a écouté, a vérifié son rythme cardiaque, puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Elle va s'en sortir », a-t-il dit calmement. « Mais la suite, ce sera vous qui la déciderez. » C'était une phrase simple, mais je l'ai senti me traverser comme un courant, parce que je savais déjà que la suite n'allait pas être simple. Parce qu'à notre âge, on ne fait pas entrer un jeune chien dans une maison comme on ferait entrer une plante de plus. Parce qu'un animal ne vous demande pas seulement du temps ou de l'espace. Il vous demande un morceau de votre avenir. La clinique l'a gardé 2 jours, ils l'ont réchauffé, nourri, surveillé. Ils parlaient de température, de perfusion, de tissus gelés. Moi, je ne comprenais pas grand-chose, je n'avais pas les bons mots, juste le bon sentiment. Celui qu'on a quand on dépose quelqu'un qu'on aime à l'hôpital et qu'on ressort les mains vides. Quand on a quitté la clinique ce soir-là, la couverture pliée sur le siège arrière semblait encore porter la silhouette de la petite chienne. Comme un fantôme de chaleur, comme un rappel qu'elle n'était pas là où elle devait être. À la maison, le silence est revenu, mais il n'avait plus la même forme. Il n'était plus neutre. Il était devenu un manque, un espace vide à un endroit précis de la maison. Celui où, depuis plusieurs jours, un cri avait percé nos nuits. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Cette nuit-là, je suis resté dans mon lit, les yeux ouverts, à écouter une absence. Pas un bruit, pas un souffle, pas le cliquetis d'une chaîne qu'on avait appris, malgré nous, à reconnaître. Le silence aurait dû être reposant, mais il ne l'était pas. Il avait la forme exacte de la petite chienne qu'on avait laissée à la clinique, et le vide qu'elle avait laissé dans notre maison faisait résonner chacun de nos pas. Je me suis souvenu de notre tout premier Noël dans cette maison, quand la peinture sentait encore le neuf et que nos dos n'étaient pas encore creux sous les années. Le salon débordait de paquets colorés et de papier froissé. Je revois notre fils allongé sur le tapis, la tête posée dans le cou du chien que nous avions à l'époque, un vieux compagnon à la fourrure sable. Le chien battait de la queue en silence, pendant que les lumières du sapin clignotaient au-dessus d'eux. Je me souviens m'être éclipsé dans le couloir juste un instant pour respirer loin du tumulte joyeux. À l'époque, nos journées étaient pleines de bruit, d'enfants, de disputes, de câlins, de vie. Et je croyais naïvement que ce bruit durerait toujours. Maintenant, les mêmes murs nous regardaient avancer lentement d'une pièce à l'autre.
Le réfrigérateur ronronnait, l'horloge dans la cuisine égrenait ses secondes. Et dans ce calme, presque trop propre, il manquait une présence qu'on ne connaissait que depuis quelques jours, mais qui avait déjà modifié le paysage de nos habitudes. Le téléphone a sonné, coupant net le silence. Ma femme a décroché et mis sur haut-parleur pour que j'entende. Et c'était la clinique. « Elle est stable », dit la voix douce au bout du fil. C'est une battante, puis un silence. « Mais nous avons un problème de place pour les fêtes. Puis-je vous poser une question difficile ? Je crois que j'ai su ce qu'elle allait demander avant même qu'elle le dise. Nous nous demandions si vous accepteriez d'accueillir la petite, au moins temporairement. Devenir sa famille d'accueil, juste pour qu'elle ne passe pas Noël dans une cage. » Mon premier réflexe a été de dire non. Pas parce que je ne voulais pas d'elle, mais parce que je connaissais mon âge, je connaissais mes limites. Mes genoux grincent plus fort que les marches du perron. Je prends plus de médicaments que je n'ai de clés dans ma poche. Et un jeune berger allemand, ce n'est pas un bibelot. C'est de l'énergie, du mouvement, des besoins constants. Et si elle nous survit, ai-je lâché bêtement. La phrase m'a frappé, comme si elle sortait de la bouche d'un autre homme. Après avoir raccroché, nous sommes restés assis au bord de la table, sous la lumière jaune de la cuisine. Aucune télévision, aucune radio, juste la question suspendue entre nous comme un fil tendu. « On est trop vieux pour un chiot », a commencé ma femme Madison, les mains croisées devant elle. « On ne pourra pas la promener assez, on va trébucher sur ses jouets. Tu détestes te lever la nuit. Et si l'un de nous finit à l'hôpital ?» J'ai hoché la tête. Tout ce qu'elle disait était vrai. Notre corps n'était plus ce qu'il avait été. Et s'attacher à un jeune chien quand on approche des 70, ça veut dire risquer d'être celui qui part en premier. Mais elle a ajouté, plus doucement, « Tu te souviens quand elle s'est collée à mon poignet quand tu as coupé la chaîne ? Elle n'a pas résisté. Elle s'est juste donnée à nous, comme si elle avait décidé qu'on était sa dernière chance. » Elle a souri, un sourire timide, comme une vieille habitude. « Tu disais qu'on était trop vieux aussi pour un chat, tu te souviens ? C'était il y a 20 ans. Et pourtant, on a fini par nourrir tous les chats errants du quartier. Nous avons parlé longtemps. Rasion contre émotion. Logique contre instinct. Notre peur d'aimer quelque chose qu'il faudrait peut-être quitter trop tôt. Contre la peur bien plus cuisante de ne rien faire du tout. Peut-être qu'on n'a plus 20 ans, ai-je dit enfin. Peut-être même qu'on n'a plus 20 hivers devant nous. Mais elle n'a que maintenant. Et maintenant, ça doit suffire. À peine avais-je prononcé ces mots que la sonnette d'entrée a retenti. Nous avons échangé un regard, surpris, presque nerveux. Sur le perron, un bénévole de la clinique se tenait là, le manteau couvert de neige. Il portait une petite caisse de transport. À l'intérieur, roulée sur une couverture, la petite chienne nous regardait avec des yeux encore fragiles, mais vivants. Autour de son cou, on avait attaché une petite écharpe rouge, un cadeau de Noël précoce. Je me suis dit le bénévole doucement, que ce serait peut-être plus simple de décider si vous pouviez la regarder, vraiment, dans les yeux. Cette nuit-là, elle ne comprenait pas ce qu'était une maison. Nous avions posé la caisse dans le couloir, ouvert la porte, et elle était restée immobile, roulée dans la couverture, comme si elle craignait qu'on la renvoie dehors. Quand elle a finalement posé une patte sur le tapis, elle l'a testé comme si le sol pouvait se dérober sous elle. Elle marchait lentement, son corps encore courbé, comme si la chaîne pesait toujours sur son cou. Elle flairait l'air, découvrant l'odeur du bois, du savon, de la soupe encore chaude sur la cuisinière. Chaque craquement de plancher la faisait tressaillir. Nous avons rempli une bassine d'eau tiède dans la salle de bain. L'eau fumait légèrement. La mettre dans la baignoire a demandé de la douceur et une patience infinie. Mais une fois qu'elle a senti la chaleur sur sa peau, son tremblement s'est apaisé. Nous avons retiré les plaques de glace accrochées à son pelage, lavé sa fourrure lentement, comme si elle pouvait se briser sous nos doigts. Elle restait là, immobile, ses yeux sombres fixés sur nous, comme si elle découvrait que la gentillesse pouvait durer plus qu'un instant. Dans la cuisine, nous lui avons préparé une gamelle propre, posée sur un vieux tapis près de la table. Elle mangeait par petites bouchées, la tête relevée toutes les 2 secondes, prête à reculer si on s'approchait trop. On ne l'a pas touchée, on la laissait finir. La laisser manger tranquille était la première forme de respect qu'on pouvait lui offrir. Cette nuit-là, quand les lumières se sont éteintes, elle s'est mise à gémir, pas fort, un son mince, perdu, un écho fantôme de la chaîne qui l'avait retenue. Je me suis levé plus de fois que mon dos ne l'aurait voulu. Je me suis assis par terre près de son panier et je lui ai laissé poser sa tête contre ma jambe jusqu'à ce que son souffle se calme. À un moment, dans l'obscurité, je lui ai chuchoté « Tu as besoin d'un nom ? On ne peut pas sauver quelqu'un sans pouvoir l'appeler. »
Un nom m'est revenu, un vieux mot que j'avais lu autrefois. Léora. Cela signifiait quelque chose comme lumière. Tu es arrivé à nous comme une lumière dans le jour le plus froid de l'année, ai-je dit. On t'appellera Léora. Le matin, la lumière grise filtrait à travers les rideaux. En posant mes pieds au sol, j'ai senti quelque chose de chaud. Elle dormait là, allongée contre mon lit, la tête posée sur ma vieille pantoufle comme si elle protégeait un trésor. Elle dormait profondément, pour la première fois, sans peur. On pensait avoir sauvé Léora du froid. Mais le froid, finalement, était la partie la plus simple à chasser. Ce qui restait derrière, ce qui restait imprimé dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles. C'était un autre hiver, un hiver intérieur, et celui-là ne fond pas aussi vite. Les jours qui ont suivi son arrivée à la maison ont été ponctués de petites victoires. Léora mangeait plus volontiers. Sa démarche devenait moins hésitante. De temps en temps, elle se risquait même à trottiner avec une balle qu'elle trouvait dans le panier à jouets des petits-enfants. Une balle qu'aucun enfant n'avait utilisée depuis des années. La voir essayer de jouer, même maladroitement, faisait naître un rire qui surprenait notre maison devenue si sage. Mais il y avait aussi les autres moments, ceux où le passé frappait plus fort que n'importe quel vent d'hiver. Il suffisait qu'un cintre métallique glisse dans le placard et heurte le sol pour qu'elle se fige comme une statue, les yeux agrandis, les oreilles plaquées, la queue disparue sous son ventre. Si une porte claquait, même par accident, elle reculait si vite qu'elle glissait parfois contre le carrelage, le souffle haletant, cherchant un coin où disparaître. Et puis, il y eut cet après-midi, juste avant le Nouvel An. Des enfants du quartier jouaient dehors avec ces petits pétards bon marché, ceux qui font juste un pop sec, rien de bien méchant. Ils riaient, insouciants, comme doivent rire les enfants l'hiver. Mais le premier pop a transformé Léora en ombre. Elle a disparu. Quand je l'ai retrouvée, elle était coincée sous la table de la cuisine, tassée contre le mur, tremblant si fort que ses ongles cliquetaient contre le carrelage. Sa respiration était un raz-de-marée affolé. Ses yeux ne voyaient plus la pièce, ni moi, ni Madison. Ils voyaient autre chose, quelque chose qu'elle était en train de revivre. Je connaissais ce regard. C'était le même que j'avais eu enfant, certains soirs où la maison grondait plus fort que les tempêtes de décembre. Le même regard qui m'avait poussé à me cacher dans un placard, les mains sur les oreilles, en attendant que les voix tombent. Le même que j'avais eu adulte parfois, quand un bruit trop sec faisait remonter des souvenirs que je croyais enterrés. Ce genre de peur ne vient pas du bruit, elle vient de ce que le bruit réveille. Alors je me suis laissé tomber au sol, même si mes genoux ont protesté. Je me suis allongé lentement près d'elle sans la toucher tout de suite. Je ne voulais pas qu'elle pense que je voulais la sortir de son refuge. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était plus seule. Même là, sous la table, même dans sa peur la plus profonde. Je me suis mis à parler, pas fort, pas vite, juste des mots, comme un vieux conte qui s'invente au fur et à mesure. Je lui ai parlé du petit garçon que j'avais été, de celui qui s'asseyait sur les marches derrière la maison pour échapper aux cris. Je lui ai parlé du chien que nous avions alors, un chien sans pedigree, sans collier brillant, mais avec un cœur assez grand pour calmer toutes les tempêtes. Je lui ai raconté comment, certains soirs, ce chien venait simplement poser sa tête sur mes genoux, pas pour demander quoi que ce soit, pas pour jouer, juste pour me dire, à sa manière, « tu n'es pas seul ». Et pendant que je parlais, Léora a cessé de trembler autant. Ses secousses sont devenues des frissons, puis seulement de petits tressaillements. Elle s'est glissée 1 centimètre vers moi, comme attirée par la chaleur de ma voix, puis un autre. J'ai senti son museau toucher doucement ma poitrine. Et puis enfin son corps s'est relâché contre le mien. Elle a laissé tout son poids tomber sur moi, comme si elle déposait sa peur entre mes bras pour quelques minutes. Quand Madison est entrée dans la cuisine, elle nous a trouvés là, moi, étalé sur le carrelage comme un vieil ours fatigué, et Léora, endormie à moitié sur ma poitrine, respirant doucement, comme si elle venait de traverser une tempête et d'atteindre une île. Le lendemain matin, alors que Léora dormait roulée à mes pieds, le téléphone a sonné de nouveau. C'était le refuge. Techniquement, dit la voix au bout du fil, elle est encore sous notre responsabilité. Nous devons mettre à jour son statut. Êtes-vous prêt à décider si Léora reste avec vous définitivement? Ce genre de phrase, on pense être prêt à l'entendre. Mais quand elle arrive, elle creuse dans quelque chose de fragile en toi. À 67 ans, on ne s'attend plus vraiment à recevoir quelque chose sous le sapin.
On se contente d'espérer que les lumières fonctionnent encore et que le café soit bon. Mais cette année-là, quelque chose avait changé dans la façon dont la maison respirait. La veille de Noël, Léora suivait Madison dans chaque pièce, observant les guirlandes, reniflant la boîte de décoration, posant sa tête contre les genoux de ma femme quand elle se fatiguait à accrocher les lumières. Quand notre fille, rebaptisée ici Émilie pour éviter tout souci, est arrivée avec nos petits-enfants, emmitouflés, excités, bruyants, ils se sont tous figés sur le seuil en la voyant. « Waouh !» a soufflé notre petit-fils. « Elle est grande !» Émilie s'est tournée vers moi avec ce regard qu'ont les enfants quand ils doivent inverser les rôles et devenir les parents de leurs parents. « Papa, un chien comme ça à votre âge, vous êtes sûr de pouvoir gérer ?» Avant que je ne réponde, Léora s'est approchée du plus jeune, la petite Harper qui tenait un bonhomme de neige en tissu. Elle a penché la tête, a pris délicatement le jouet entre ses dents, si doucement que même un flocon n'aurait pas été écrasé, puis l'a reposé dans le giron de la fillette avant d'agiter la queue une seule fois. Harper a éclaté de rire. Et ce rire-là, mon Dieu, il a fait fondre quelque chose dans notre salon. Plus tard dans la soirée, quand tout le monde parlait, cuisinait, débarrassait, Léora s'est approchée de ma femme et a posé sa tête sur ses genoux comme un chevalier protège une reine. Elle respirait à son rythme, lentement, calmement. Je les regardais depuis mon fauteuil et quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Les histoires que je racontais ce soir-là, les mêmes souvenirs, les mêmes années, sortaient plus doucement, moins lourds. Comme si Léora elle-même tenait un coin de tout ce passé et m'aidait à le porter sans qu'il me pèse autant. Sur la table basse, entre une assiette de biscuits et une bougie qui sentait la cannelle, il y avait les papiers du refuge. Pas une montagne de bureaucratie, juste quelques lignes. Et une signature à apposer pour dire que Léora n'irait nulle part ailleurs. Je l'ai signé, la main tremblante. Madison a posé la sienne sur la mienne quand j'ai posé le stylo. Nous ne savons pas combien de Noël il nous reste dans cette maison. Mais celui-là serait impossible à oublier. Pas pour nous, pas pour elle, peut-être même pas pour quelqu'un qui écouterait cette histoire et penserait à un chien qu'il a entendu pleurer un jour, quelque part. La nuit tombée, Léora s'est endormie au pied de la cheminée, enroulée dans un petit foulard rouge défraîchi offert par la clinique. La lumière du sapin se reflétait sur sa fourrure tandis que je tirais une couverture sur son dos. Elle a soupiré, un de ces soupirs profonds que font les chiens quand ils sont enfin chez eux. Et je me suis dit, tout ça parce qu'on n'a pas fermé la fenêtre ce soir-là, quand on l'a entendu pleurer. On croit souvent que les miracles sont bruyants, éclatants, remplis de lumière. Mais celui qui est entré chez nous par une nuit glacée, il avait des pattes tremblantes, un souffle fragile et un foulard rouge un peu trop grand autour du cou. Léora ne ressemblait peut-être pas à un miracle pour le reste du monde. Mais pour deux vieux cœurs qui avaient commencé à battre trop doucement, elle était exactement cela. Une preuve que quelque chose de beau peut encore surgir, même quand on pense avoir reçu tout ce que la vie avait à offrir. Le lendemain de Noël, la maison avait une chaleur que le chauffage n'avait jamais réussi à produire. Léora suivait chacun de nos mouvements comme si elle craignait que nous disparaissions entre deux battements de paupières. Elle apprenait les sons de la maison, le grincement familier du tiroir à couverts, le souffle régulier du radiateur, le froissement du journal que je lisais chaque matin. Elle apprenait à reconnaître notre rythme, à s'y caler, à s'y accrocher. Mais parfois, un bruit trop sec, un objet qui tombait, ou même un silence trop long la plongeait dans une alerte instinctive. Ses oreilles se dressaient, son corps se raidissait. Elle ne tremblait plus de froid désormais, mais de souvenir. Ses yeux scrutaient l'air comme si elle cherchait un danger invisible. Pourtant, il suffisait que Madison lui parle doucement pour que cette tension fonde un peu, comme une trace de givre sous un rayon de soleil. Je voyais chaque jour dans les gestes de Léora une sorte de combat silencieux contre ce qu'elle avait vécu. Et je voyais en retour chez ma femme une douceur si profonde qu'elle semblait penser en silence tout ce que nous n'avions pas pu sauver plus tôt dans notre vie. Un soir, alors que je regardais par la fenêtre les flocons s'amonceler sur la rue, j'ai entendu Léora remuer dans son panier. Elle ne dormait pas. Elle observait le sapin, ces petites lumières clignotantes qui dansaient sur les murs. On aurait dit qu'elle découvrait la beauté pour la première fois. Je me suis accroupi près d'elle, aussi lentement que mes genoux me le permettaient, et elle a posé sa tête dans ma main. Son regard disait 1000 choses qu'aucun mot ne pourrait traduire. Il disait « Je suis encore là ». Il disait aussi « Merci d'avoir entendu ce que d'autres
ont ignoré. Les jours ont passé et Léora a commencé à s'épanouir. Son pelage reprit de l'éclat, ses pattes devinrent plus assurées. Elle explorait la maison comme si elle cartographiait chaque recoin, chaque odeur, chaque centimètre de plancher. Elle semblait vouloir tout comprendre, tout vérifier, comme quelqu'un qui découvre enfin un endroit où il n'a plus besoin de se cacher. Parfois, elle venait poser sa tête contre mes jambes quand je lisais, comme pour m'aider à porter un fardeau invisible. Parfois, elle s'installait près de la chaise de Madison, parfaitement immobile, comme si elle avait désigné ma femme gardienne officielle de son calme. Un après-midi, alors que je me pliais avec difficulté pour ramasser une pelote de laine tombée, Léora s'est approchée et a pris doucement le fil dans sa gueule. Elle l'a relevé, fière, la queue battante, comme si elle avait accompli une mission d'importance capitale. Madison a éclaté de rire, un rire que je n'avais pas entendu si clair depuis longtemps. Et ce simple son a suffi pour que Léora se mette à trotter joyeusement, ravie d'avoir provoqué quelque chose de si lumineux. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le changement dans notre propre façon de vivre. Moi qui avais commencé à marcher en traînant un peu les pieds, je me surprenais à ouvrir les rideaux plus tôt, juste pour la voir saluer le matin avec un enthousiasme prudent mais réel. Madison, qui parlait de ses articulations comme on parle de vieilles querelles, avait retrouvé une douceur dans ses gestes, un fil invisible de jeunesse dans la manière dont elle préparait la gamelle de Léora. Il est étrange de constater qu'on peut passer des années à croire que nos meilleures pages sont déjà derrière nous, jusqu'au jour où un chiot brisé vient vous prouver que non, que la vie peut encore vous surprendre, qu'elle peut encore vous demander de tendre la main. Et plus les jours passaient, plus je réalisais que Léora ne nous apportait pas seulement une présence. Elle nous apportait un but, un rythme, une chaleur. Elle nous donnait de quoi nous lever sans gémir, de quoi sourire sans raison particulière. Un matin, alors qu'elle dormait au pied de mon fauteuil, j'ai reçu un courrier de la clinique, une simple carte de remerciement, signée toute l'équipe de Hopefield Vet Center. Ils y avaient écrit « Merci pour ce que vous avez fait, peu de gens agissent vraiment. Le monde a besoin de personnes comme vous. » Je suis resté longtemps à fixer ces mots. Moi, un vieil homme qui avait vu ses forces diminuer, j'étais encore capable de changer la fin d'une histoire, peut-être même capable d'en écrire une nouvelle. Ce soir-là, alors que je rangeais le salon, Léora s'est approchée avec ce même foulard rouge, celui qu'elle avait reçu la première nuit où elle était entrée chez nous. Elle l'avait tiré hors de son panier et le portait comme un enfant porterait un doudou. Elle s'est assise devant moi, droite, fière, attentive. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire « Je suis chez moi maintenant. Et je n'ai plus peur que tu t'en ailles. » J'ai posé ma main sur sa tête. Elle a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti Noël durer un peu plus que quelques jours. Parce que ce n'était pas une saison, c'était une présence, un souffle, un battement contre le vôtre. Un rappel que même quand l'hiver semble infini, il suffit parfois d'un seul être pour rallumer la lumière. Léora n'était plus seulement une chienne qu'on avait sauvée. Elle était devenue un morceau de notre histoire, un chapitre que nous n'avions pas prévu, mais que nous étions reconnaissants d'avoir reçu. Et la suite allait nous surprendre encore. Les semaines suivantes, les fêtes ont filé comme de la neige poussée par le vent, silencieuse, lente, mais chargée de petites traces visibles. Léora apprenait à vivre, et nous apprenions à vivre avec elle. Non, ce n'est pas exact. Nous apprenions à vivre grâce à elle. Chaque matin, elle venait pousser doucement son museau contre ma main pour me réveiller. Pas en bondissant comme un chiot surexcité, mais avec une retenue touchante, comme quelqu'un qui demande « Est-ce que c'est un bon moment ?» Et chaque fois, je répondais par un sourire. Même dans mes jours les plus raides, ceux où mes articulations grognaient plus fort que moi. Son regard suivait chaque mouvement que faisait Madison. Le bruit d'un sachet de nourriture, le frôlement du linge propre, le claquement d'une casserole suffisaient à attirer Léora, qui observait tout avec cet air sérieux qu'ont les chiens qui se reconstruisent. On aurait dit qu'elle mémorisait chaque détail comme une langue qu'elle voulait apprendre pour comprendre enfin le monde dans lequel elle venait d'entrer. Mais certaines cicatrices ne disparaissaient pas aussi vite. Un soir, alors que je rangeais des outils dans le garage, une boîte métallique est tombée d'une étagère. Léora a sursauté si violemment qu'elle s'est mise à courir dans la maison, glissant sur le tapis. Elle s'est réfugiée dans la buanderie, derrière le panier à linge, respirant si vite que son flanc vibrait. Je me suis assis près d'elle, encore une fois, sans la toucher. Je me suis contenté de lui parler doucement, comme on parle à un souvenir qui fait encore mal. « Tu es ici, ma belle. Tu es en sécurité. Rien ne va t'arriver. »
Elle me regardait, toujours tremblante. Les chiens ne pleurent pas comme les humains, mais leurs yeux racontent ce tout. Dans les siens, je voyais le passé, le froid, l'abandon, la chaîne, et cette sensation de ne pas être digne de recevoir de l'amour. J'ai posé ma main, paume ouverte, à côté d'elle, pas sur elle, à côté, laisser l'autre décider du moment du contact, peut-être un acte de respect. Au bout d'une minute, qui a ressemblé à 1 heure, elle a posé timidement sa patte sur mes doigts. Puis elle a avancé un peu, s'est couchée contre ma jambe, poussant un soupir tremblant qui ressemblait à une petite reddition. À partir de ce jour-là, quelque chose a changé dans sa façon de venir vers nous quand elle avait peur. Elle ne fuyait plus au hasard, elle nous cherchait. Et il y a une immense différence entre un animal qui fuit et un animal qui cherche refuge. C'est dans ce mouvement-là que se lie la confiance. Et la confiance, c'est l'une des choses les plus difficiles à gagner chez un être qui a connu la négligence. Peu à peu, Léora commença à faire des choses de chien normales. Elle se roulait dans le tapis quand le soleil entrait dans le salon. Elle frottait son museau contre les rideaux, juste pour sentir leur douceur. Elle suivait les oiseaux du regard depuis la fenêtre, sans aboyer, juste fascinée. Un matin, elle a découvert la joie absurde de courir derrière ses propres ombres. Un midi, elle s'est allongée sur le dos, pattes en l'air, demandant des gratouilles, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et un soir, elle a osé poser sa tête sur les genoux de Madison sans être invitée. La maison, qui avait perdu sa musique depuis longtemps, recommençait à en jouer une nouvelle. Pas celle des rires d'enfants ou du vacarme d'autrefois. Une musique plus douce, plus lente, ponctuée par le bruit de ses pas, le cliquetis de ses griffes sur le parquet et le son discret mais régulier de sa respiration quand elle dormait près du feu. Pourtant, ce n'est que plusieurs semaines plus tard que j'ai compris à quel point elle s'était intégrée à notre vie. Un matin glacial, alors que je descendais l'escalier, j'ai trébuché sur la dernière marche. Mon pied a glissé, mes bras ont mouliné et j'ai senti le monde basculer autour de moi. Mais alors que je perdais l'équilibre, Léora, sortie de je ne sais où, a bondi vers moi. Elle s'est placée juste assez près pour que mon genou heurte son flanc et que je puisse me stabiliser. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas couiné, elle est restée là, solide, volontaire, comme un rempart. Je me suis retrouvé assis sur la marche, respirant fort, tandis qu'elle posait sa tête contre ma jambe. Un geste calme, rassurant, presque intentionnel. « Tu es incroyable », ai-je soufflé. Madison, alertée par le bruit, est arrivée en courant et s'est figée en voyant la scène. « On dirait qu'elle t'a protégé », dit-elle, la bouche entr'ouverte. Léora, elle, n'attendait aucun compliment. Elle observait simplement, les yeux doux, la queue battant légèrement, comme si tout cela allait de soi. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'elle ne nous voyait plus comme un refuge temporaire. Nous étions devenus ses repères, ses piliers, sa famille. Et avec cette réalisation est venu quelque chose d'autre. Elle ne cherchait plus seulement à survivre. Elle commençait enfin à vivre. Un soir, Émilie, ma fille, nous a appelés pour prendre des nouvelles. Au milieu de la conversation, Léora s'est approchée et a posé sa tête sur mes genoux, regardant le téléphone avec curiosité. « Elle est toujours là ?» demanda Émilie, presque étonnée. « Oui » ai-je répondu. « Elle est là et elle n'est pas près de partir. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis d'une voix plus douce, « Je comprends, papa. Elle vous a choisi ?» Je n'avais jamais entendu cette phrase avant. Mais elle était vraie. Et elle m'a traversé comme un cadeau. Oui, Léora nous avait choisis, autant que nous l'avions choisie. Et cela, je crois, valait tous les Noëls du monde. Les mois suivants, Léora grandit dans son corps, mais surtout dans son esprit. On aurait dit qu'elle découvrait peu à peu qu'on ne lui retirerait plus jamais sa gamelle, qu'on ne hausserait jamais la voix contre elle, que personne ne remettrait jamais une chaîne autour de son cou. Elle commença à marcher la tête plus haute, ses oreilles se relevant un peu plus chaque jour, comme des petits drapeaux qu'elle hissait pour célébrer sa propre renaissance. Ses progrès semblaient modestes aux yeux du monde, mais pour nous, c'étaient des victoires éclatantes. Le jour où elle a osé courir dans le jardin, vraiment courir, sans regarder constamment derrière elle, j'ai senti ma gorge se serrer. Elle bondissait dans la neige en soulevant des gerbes blanches, glissant parfois, se rattrapant comme une gamine encore malhabile et revenant vers nous avec une fierté rayonnante dans les yeux. « Regardez-moi, je suis vivante !» semblait-elle dire. Madison, les mains serrées autour de sa tasse de thé, la regardait comme si elle observait un miracle se remettre debout. « Tu te rends compte ?» murmura-t-elle, « que si on n'avait pas ouvert cette porte, elle serait peut-être… » Elle n'a pas terminé sa phrase, pas besoin. Le silence suffisait à combler les mots manquants. Mais même au milieu de toutes ces petites victoires,
Léora portait encore les traces du passé. Il lui arrivait de se réveiller en sursaut, haletante, comme si elle était encore attachée dans la neige. À chaque fois, je descendais de mon lit et m'asseyais près d'elle. Je posais une main sur son torse pour sentir son cœur battre sous mes doigts. Et je lui parlais, toujours de cette même voix basse, la seule qui semblait rejoindre la partie d'elle encore perdue dans l'ombre. Avec le temps, ces réveils nocturnes devinrent plus rares. Et quand ils survenaient, elle me cherchait du regard, puis se calmait presque aussitôt, comme si ma présence suffisait à repousser ces fantômes. Un matin, elle a fait un geste qui m'a bouleversé plus que je ne l'aurais admis. Elle a posé sa patte sur mon épaule pendant que j'étais assis à la table de la cuisine. Simple, doux, léger, mais c'était un geste de confiance absolue. J'ai senti ce moment comme un lien, un fil solide tissé entre elle et nous. Ce n'était plus seulement une chienne recueillie. Elle devenait un membre de la famille, un être qui partageait avec nous non seulement l'espace mais aussi les souvenirs. Peu après, une chose inattendue est arrivée. Léora, qui avait si peur du garage jusque-là, sans doute à cause du métal, des outils, des bruits secs, a commencé à me suivre quand j'y allais. D'abord en restant sur le seuil, puis en avançant d'un pas, puis deux, jusqu'à ce qu'un jour, elle entre entièrement, reniflant, explorant, sa queue en demi-cercle. Je me suis immobilisé pour ne pas l'effrayer. Elle a posé son museau contre une vieille boîte de clous, puis a tourné la tête vers moi comme pour dire « Regarde, j'essaie. Je peux aller là où j'avais peur d'aller. » J'ai souri comme un enfant. À 67 ans, on croit avoir épuisé le réservoir des émerveillements. Mais non, la vie vous surprend encore à travers les gestes d'un chien qui guérit. Un autre changement s'est produit dans notre maison. Les visites de notre fille Émilie et de nos petits-enfants devinrent assez plus fréquentes. Je crois qu'ils venaient autant pour nous que pour voir Léora. Les enfants l'adoraient, surtout Harper, la plus jeune, celle au petit bonhomme de neige en tissu. Harper s'asseyait souvent à côté de Léora, déposant ses jouets l'un après l'autre, comme des petits trésors offerts à une reine. Léora, d'une patience infinie, observait tout cela sans broncher, posant parfois sa patte près des jouets comme si elle participait au jeu. Même Émilie, qui au début doutait de notre capacité à gérer un chien si jeune, finit par admettre que Léora avait trouvé la bonne maison. « Elle vous rend plus vivant », me dit-elle un soir. « C'est incroyable. » Ce soir-là, alors que la famille venait de partir, je me suis assis près de la cheminée. Léora s'est approchée, s'est couchée à mes pieds et a posé son menton sur mes chaussons. Une habitude qu'elle avait adoptée sans qu'on lui apprenne. « Tu sais, lui ai-je soufflé, on croyait t'avoir sauvé, mais je crois que tu nous sauves aussi. » Sa queue a bougé imperceptiblement. Puis est venu un moment charnière, celui qui arrive dans toutes les histoires où quelqu'un guérit lentement. Le moment où, sans prévenir, la vie teste les progrès. Un après-midi de mars, une violente rafale a claqué la porte d'entrée contre le mur. Le bruit était sec, brutal, inattendu. Léora a sursauté. Son regard s'est élargi. Ses pattes ont tremblé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir dans un coin, comme elle le faisait autrefois. Mais non, elle a couru vers moi. Elle s'est assise contre ma jambe, le corps tendu, respirant vite, mais se forçant à rester. Elle avait encore peur, ça se voyait, mais elle avait choisi son endroit. Elle avait choisi sa protection. Elle avait choisi nous. Madison s'est laissée tomber dans son fauteuil, émue. « Tu te rends compte ?» dit-elle d'une voix serrée. Elle ne fuit plus. Elle vient vers nous. Je me suis accroupi, ou du moins j'ai essayé, mes genoux protestant comme d'habitude, et j'ai entouré Léora doucement. « Tu es courageuse » ai-je murmuré. « Tellement courageuse. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle a tenté un geste qu'elle n'avait jamais fait avec nous. Elle a léché ma joue. Pas un lambeau de langue nerveux, pas un geste automatique, mais un geste lent, délibéré, reconnaissant. Ce moment-là, j'aurais voulu le mettre dans une boîte et le garder toujours près de moi. C'est aussi ce soir-là que la maison recommença à parler d'avenir. Pas d'un avenir lointain, nous étions trop âgés pour faire semblant d'avoir 20 ans devant nous, mais d'un avenir proche, simple, précieux. Madison a dit « Il faudra peut-être l'emmener au parc un jour. Elle semble prête pour voir autre chose que le jardin. » J'ai répondu « Oui, et peut-être même qu'un jour, elle pourra marcher sans avoir peur de tout ce qui est derrière elle. » Nous nous sommes regardés longtemps, elle et moi, avec ce sourire partagé qui dit 1000 choses, que nous avions fait le bon choix. Que Léora n'était plus seulement un sauvetage, qu'elle devenait une promesse, mais ce que nous ignorions encore, c'est que le plus grand chapitre de son histoire, et de la nôtre, restait à venir, et qu'il allait bouleverser bien plus que nous deux.
Le printemps est finalement arrivé, glissant lentement sur Rochester comme un manteau qu'on pose avec précaution. Les plaques de neige restantes fondaient en petits ruisseaux qui serpentaient vers les caniveaux, révélant l'herbe terne qui avait dormi tout l'hiver. Pour Léora, c'était comme découvrir un nouveau monde. Chaque jour, elle avançait un peu plus loin dans le jardin, s'aventurait jusqu'à la clôture, reniflait la terre humide, parfois même mordillait une branche tombée comme si elle testait la texture de la vie. De temps en temps, elle levait les yeux vers les oiseaux qui rentraient du sud, fascinés par leurs cris. « Elle change !» disait Madison presque chaque matin, comme pour s'assurer que ce n'était pas une illusion. Et elle avait raison, ce n'était pas seulement le monde extérieur qui se réveillait, c'était aussi Léora. Et d'une certaine manière, c'était nous. Un dimanche après-midi, j'ai décidé de l'emmener faire sa première vraie promenade hors du jardin. Un simple tour du pâté de maison, rien de plus. J'avais attaché la laisse légère que le vétérinaire nous avait conseillée. Une laisse souple, pas trop serrée, pour ne pas lui rappeler les chaînes. Quand j'ai ouvert la porte, Léora a hésité. Ses oreilles se sont redressées. Son corps s'est figé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle refuserait de sortir. Alors je me suis accroupi, mes genoux protestant comme des vieux ressorts. « Tu n'es plus attachée, ma belle ?» ai-je murmuré. « Tu viens parce que tu le veux ?» Elle a penché la tête, puis s'est approchée lentement. 1, 2, 3 pattes dehors, puis un souffle, comme si elle s'autorisait enfin ce pas vers le monde. Nous avons marché lentement dans la rue. Elle collait à ma jambe au début, observant chaque bruit, chaque voiture, chaque silhouette derrière un rideau. Mais plus nous avancions, plus sa queue se relevait. Pas en drapeau, non, pas encore, mais assez pour dire « je tente, je crois, j'essaie ». Devant la maison de la famille Merrick, renommée ici pour éviter tout problème de droit, Léora s'est arrêtée pour renifler les tulipes encore en bourgeon. Là-bas, devant la vieille maison de retraite de Willow Creek, elle s'est assise et a observé longtemps un groupe de personnes âgées jouant aux cartes à travers la fenêtre. Casper Merrick, qui sortait ses poubelles, m'a lancé « Elle est magnifique cette chienne, vous l'avez depuis longtemps ?» J'ai souri. « Pas si longtemps que ça. » Casper a hoché la tête. Elle marche comme si elle avait trouvé son endroit. Et cette phrase est restée plantée dans ma tête bien après que nous soyons rentrés. Les promenades devinrent un rituel. Chaque jour, Léora gagnait un peu plus de terrain. Un trottoir supplémentaire, une rue adjacente, une zone inconnue. Sa curiosité grandissait, sa peur reculait. Elle commençait enfin à ressembler à un chien qui ne vivait plus en fonction de ce qui lui était arrivé, mais en fonction de ce qui l'attendait. Un après-midi, alors que nous marchions près du petit parc Maplewood, un garçon d'une dizaine d'années s'est approché timidement. « Je peux la caresser ?» Je l'ai regardé, puis j'ai observé Léora. Elle le regardait elle aussi, immobile, attentive. Alors j'ai dit doucement, si elle s'approche, oui. Le garçon a tendu une main hésitante, et Léora a avancé. Elle a posé son museau dans sa paume, puis s'est assise, comme pour dire « c'est bon, tu peux ». Le garçon a souri, et son sourire était si pur qu'il en avait l'air neuf. « Elle est douce », dit-il. Puis, il a ajouté, un peu plus bas, « Elle avait peur avant ?» On dirait qu'elle a été triste longtemps. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Alors j'ai simplement dit, elle a eu un début difficile, mais elle se reconstruit. Le garçon a hoché la tête comme s'il comprenait parfaitement. Je suis content qu'elle vous ait trouvé. Je crois que c'était la première fois que quelqu'un, en dehors de la famille, mettait en mots ce que nous avions commencé à ressentir sans oser le dire. Ce soir-là, Madison était assise dans le salon, enroulée dans un plaid, Léora allongée à ses pieds comme un soldat en repos. La télévision était allumée, mais le son très bas, comme si nous avions peur de troubler la paix qu'elle avait trouvée. Je lui ai raconté l'épisode du parc. Elle a posé une main sur sa bouche, émue. « Tu te rends compte ?» dit-elle. Elle laisse un enfant la toucher. Un enfant. Tu imagines le chemin qu'elle a parcouru. Je regardais Léora, qui dormait profondément. Sa respiration était lente, régulière. Sa patte tressaillait parfois, signe qu'elle rêvait. Peut-être qu'elle rêvait d'un de ces jours de promenade ou des oiseaux qu'elle observait depuis la fenêtre. Peut-être même rêvait-elle d'un foyer qui n'avait rien de menaçant. Madison se tourna vers moi. « Tu sais, dit-elle, je crois que Léora a une mission. » J'ai ri doucement. « Une mission ? À part nous forcer à marcher plus et à faire des câlins ?» Elle ne souriait pas. « Non, je veux dire une vraie mission. Je crois qu'elle est née pour rassurer les gens. Comme elle nous rassure, nous. » Je pensais qu'elle exagérait, mais je me trompais. Parce qu'une semaine plus tard, ce qui allait se passer donna un nouveau sens à tout ce que Léora avait traversé. C'était un mercredi.
Un de ces jours où la lumière est pâle, où l'air sent encore un peu l'hiver, mais aussi le renouveau. Nous étions en promenade juste derrière le petit centre communautaire de Riverside. C'est là que nous avons croisé Madame Doyle, renommée ici, une femme âgée, veuve depuis quelques années, qui marchait lentement avec une canne. Je la connaissais vaguement. Toujours courtoise, toujours polie, mais portant dans ses yeux une sorte de solitude que je reconnaissais trop bien. Elle s'est arrêtée en nous voyant. « Oh, quelle beauté !» dit-elle en observant Léora. Elle a un regard apaisant. Léora s'est approchée d'elle sans la brusquer. Elle ne sautait jamais sur les gens. Elle approchait comme un souffle, doucement, délicatement. Elle posa sa tête contre la jambe de Madame Doyle et resta là, immobile. La femme a commencé à pleurer. Pas un sanglot bruyant. Non. Une larme silencieuse, glissant le long de sa joue sans qu'elle ne cherche à la cacher. « J'avais une chienne comme ça, dit-elle. Elle venait poser sa tête sur ma jambe quand mon mari n'allait pas bien. Elle le faisait exactement comme ça. Je ne savais pas quoi répondre. Je regardais Léora, puis la femme, puis Léora encore, et tout à coup, la phrase de Madison a pris une dimension nouvelle. Elle a une mission. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Certains animaux portent une lumière qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils transportent. Une lumière qui guérit les fissures invisibles chez les autres. Léora n'avait pas seulement survécu. Elle avait appris à devenir un baume, une présence. Une réponse silencieuse aux douleurs qu'elle reconnaissait peut-être instinctivement. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon, regardant Léora dormir près de la cheminée, et j'ai cru entrevoir quelque chose, qu'elle n'était pas venue dans notre vie par hasard, qu'elle n'était pas seulement un sauvetage, mais peut-être une seconde chance pour elle, pour nous et pour d'autres encore. Les jours suivants, je ne cessais de repenser à cette scène avec Madame Doyle, à la façon dont Léora avait simplement posé sa tête contre sa jambe, comme si elle savait exactement où se trouvait la fissure invisible, exactement où déposer un peu de chaleur pour que la douleur respire enfin. Je me suis surpris à l'observer davantage, à guetter ce don silencieux qu'elle semblait porter. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas du dressage, c'était quelque chose d'ancien, d'intuitif, un lien entre les êtres qui ont connu la peur et ceux qui en portent encore la trace. Et je me suis dit, peut-être que les blessures que nous avons traversées dans la vie nous donnent, malgré tout, la capacité de comprendre celles des autres. Pour Léora, ce langage-là était instinctif. Plus les semaines passaient, plus je remarquais qu'elle se dirigeait naturellement vers ceux qui semblaient les plus fragiles. Elle s'asseyait à leurs pieds ou posait doucement une patte sur leurs chaussures, ou se couchait près d'eux sans exiger un seul geste en retour. Ce comportement commença à attirer l'attention. Un après-midi, tandis que nous marchions près du centre communautaire, la directrice, une femme énergique nommée Dr. Hensley, nous arrêta. « J'ai entendu parler de votre chienne, dit-elle. Elle aurait un instinct exceptionnel. Vous avez déjà envisagé de la faire évaluer pour devenir chien de soutien émotionnel. » Je suis resté muet. Je n'avais jamais pensé à cela. À vrai dire, je n'avais jamais pensé que quelque chose de si important pourrait encore surgir dans ma vie. Mais Madison, elle, n'a pas hésité. « Je crois, dit-elle, que ce serait une belle manière de donner un sens à son histoire, et peut-être de continuer à guérir la nôtre. » Alors, nous avons essayé. La première séance d'évaluation au centre fut un moment que je n'oublierai jamais. Une petite salle calme, quelques objets posés là pour tester les réactions, un évaluateur patient, un carnet de notes. Quand il fit tomber volontairement un livre au sol, Léora sursauta légèrement mais resta en place. Quand il s'approcha d'elle brusquement, elle recula d'un pas puis s'assit d'elle-même comme si elle cherchait la posture la plus rassurante possible. Il y avait aussi un moment où une personne devait prétendre être triste. Une femme assise sur une chaise, les épaules affaissées, les mains cachant son visage. Léora l'a observée quelques secondes, puis elle s'est avancée, tout doucement. Elle a posé une patte sur la chaussure de la femme et s'est assise contre sa jambe. L'évaluateur a levé les yeux vers nous, surpris. « Ce n'est pas un comportement appris, murmura-t-il. C'est un instinct rare. » Madison me prit la main. Je crois que nous avions tous les deux compris ce que ce moment signifiait. Léora n'était pas seulement un animal sorti du froid. Elle était quelque chose de bien plus grand. Une présence qui avait traversé l'hiver pour devenir un refuge en chair et en douceur. Après quelques séances supplémentaires, le centre nous remit un certificat officieux. Léora était considérée prête pour devenir chien de soutien émotionnel communautaire.
Elle n'était pas formée comme un chien d'intervention professionnelle, mais elle avait ce que beaucoup n'apprennent jamais, la capacité naturelle d'apaiser. Ce certificat-là, je crois que je ne l'oublierai jamais. Je l'ai glissé dans un cadre que j'ai posé près de la cheminée. Peu après, nous avons commencé à l'emmener au centre une fois par semaine. Les résidents l'attendaient, certains déjà assis près des fenêtres, guettant l'instant où elle franchirait la porte. Un homme, ancien militaire, souffrait de crises d'angoisse récurrentes. Léora venait s'asseoir près de lui avant qu'il ne dise un seul mot. Une femme âgée, isolée depuis la perte de sa famille, retrouvait un sourire rare en caressant son dos. Des enfants timides, en séance d'aide scolaire, se sentaient plus à l'aise quand elle était là, couchée sous la table, comme un petit soleil silencieux. Et chaque soir, quand nous rentrions, elle s'allongeait près de la cheminée comme si elle déposait toutes les émotions qu'elle avait collectées dans la journée. « Elle donne tant », souffla un jour Madison. « Et elle ne demande presque rien. Juste qu'on reste, ai-je murmuré, parce que c'était vrai. Elle ne voulait rien d'autre que notre présence. Un soir de printemps tardif, alors que la lumière déclinait derrière les érables du quartier, j'étais assis sur le porche, Léora couchée à mes pieds. Je regardais les passants et quelques enfants à vélo, les familles qui sortaient leurs chiens pour la promenade du soir. Je pensais à toutes les années passées, à toutes les choses que nous avions perdues et à tout ce que nous pensions jamais retrouver. Et je me suis surpris à dire tout haut, sans même m'adresser à quelqu'un, je croyais que mes meilleures années étaient derrière moi. Léora leva la tête et posa son menton sur mon genou, comme pour dire « Pas encore, pas tant que je suis là ». Ce geste m'a bouleversé plus que je ne l'aurais voulu, parce qu'il disait vrai. Cette maison avait retrouvé un rythme. Nous avions retrouvé une raison de nous lever tôt, de marcher plus loin, de sourire plus souvent. Et c'était grâce à elle. Léora n'avait pas seulement survécu à l'hiver. Elle était devenue la lumière de notre foyer, la chaleur dans nos journées, le courage silencieux qui vous pousse à continuer, même quand votre corps vous dit de ralentir. C'est ce jour-là que j'ai compris la véritable portée de ce que nous avions fait pour elle, ou plutôt de ce qu'elle avait fait pour nous. Ce n'était pas une histoire de sauvetage, c'était une histoire de rencontre, deux vies cassées dans des endroits différents, qui avaient fini par se réparer ensemble. Et ce que j'aimerais dire à ceux qui écoutent cette histoire aujourd'hui, c'est ceci. Même quand vous pensez être trop vieux, trop fatigué, trop fragile ou trop tard, il reste toujours un moment où vous pouvez tendre la main vers quelqu'un plus faible que vous. Il suffit juste d'un pas, d'un geste, d'un pas ce soir, pas sur ma montre. Et parfois, ce petit geste change plus d'une vie. Léora dort aujourd'hui au pied de notre lit, la tête sur sa couverture préférée. Quand elle rêve, sa patte remue légèrement, peut-être qu'elle court dans un champ. Peut-être qu'elle se souvient encore du froid ou du premier jour où elle a posé sa tête contre mes genoux. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle sait qu'elle est aimée, qu'elle est en sécurité, qu'elle est chez elle. Et si cette histoire touche quelqu'un quelque part, toi qui écoutes, toi qui te rappelles le cri d'un chien dans la nuit, toi qui hésites encore à ouvrir une porte, alors peut-être que la lumière de Léora continuera d'exister, même loin de cette maison. Il y a tellement de chiens comme elle dehors. Ils n'attendent pas un héros. Ils attendent juste quelqu'un qui choisit l'empathie plutôt que la facilité. Alors si un jour tu entends un cri dans la neige, ou un gémissement derrière une clôture, ou un souffle faible dans le vent, souviens-toi de Léora. Et dis-toi que parfois, les plus beaux miracles commencent par une porte qu'on ouvre et qu'on ne referme pas.